Voici la 8e, mais provisoirement la dernière, nous l'espérons du moins, des émissions consacrées à Maurice de Paris, c'est-à-dire à Maurice Chevalier. Ce qu'il y a de réconfortant avec Maurice Chevalier, c'est qu'il est toujours là. Les républiques passent, les animateurs de télévision aussi, les bouleversements se multiplient, Maurice reste avec son sourire, sa bonne humeur et sa jeunesse. Il est devenu une institution nationale et on peut presque le dire une institution internationale. De toute façon, il y en a de beaucoup moins sérieuses que lui. Et puis, comme il a compris que le ressort essentiel du suffrage universel, c'était les femmes, à ce propos, je vous signale entre parenthèses que nous sommes en 1936, Maurice chante les femmes avec des mots qui évoquent Henri IV et la marine à voile. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Martine et Darieux n'arrivent qu'en deux. La belle Jeanne Russell peut aller laver la vaisselle. Ils n'en ont pas à Liverpool, à New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous me la chipperiez. Mais vous ne connaîtrez pas ma poule. Oui, bien sûr. Seulement, en 1936, tout n'est pas que chanson. En France, des grèves éclatent, elles vont très vite faire tache d'huile. C'est la grève sur le tas, l'occupation des usines, et cela pose des problèmes de ravitaillement ingénieusement résolus d'ailleurs. Voilà que le monte-charge, pratiqué entre cuisine et salle à manger dans certaines grandes familles, devient soudain l'apanage des travailleurs. Or, en cette époque où triomphe la Révolution, par un curieux retour de l'histoire, un Corse, aux cheveux plats, que la France était belle, un Corse se prépare à faire la conquête du monde. La nuit prend son voile et mes blancs moutons se sont endormis. Tout seul dans le soir, je chante aux étoiles. Écoute ma voix, écoute la nuit. Elle, c'est la plus belle, écoutez-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche, et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Dans la douceur du soir, entends ma ritournelle. J'irai bientôt te voir. Entends mon chant d'espoir, mais nous descendrons un soir au village où d'autres bergers te feront la cour. Malgré leurs chansons, tu resteras sage, il n'est qu'un refrain pour parler d'amour. Ma ritournelle, c'est la plus belle, écoutez-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche, et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Dans les échos du soir, entends ma ritournelle. Eh oh, mon cœur te dit bonsoir. Eh oh, bonsoir.
Tandis que Tino Rossi susurre la chanson d'amour, vous, Maurice, vous vous essayez dans le style affranchi. Ma régulière. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Elle a fait les beaux jours de tout Buenos Aires. Elle m'aime d'elle-même sans dire un mot. Mignonne, elle me donne tous ses baisers. Daria, 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 padari, la, 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 la. Dari, dari, la, padari, la, 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 la. Caresse, tendresse, elle m'entoure. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Les Parisiens, les étrangers, les provinciaux vous découvrent dans un charmant film, Avec le sourire. Pauvre vieux, hein. La charité, mon bon monsieur. Oh, me dis donc, mais t'es plus riche que moi, toi. Tiens, là, tout ce que je possède. Oh ben alors, garde-le. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi? Oh, et puis ça m'amuse, moi, d'entrer dans Paris. Les poches exactement vides. 400 francs. 4 petits billets de 100 francs. Ah, ça n'est pas le Pérou. Ça n'est vraiment pas encombrant, 400 francs. Mais c'est bien mieux que rien du tout. Il est petit, mon capital. Je suis un Crésus en espadrille. Et malgré moi, un sentiment me dit que cet argent fera sûrement des petits. Je veux épater la capitale. Je veux être une des 200 familles. Il y a bien des riches, ma foi, qui étaient sans un autrefois. Je veux en faire autant, moi. Il y a du bonheur pour tout le monde. L'important, c'est de savoir le trouver. Il y a du plaisir à la ronde. Il suffit de sourire pour gagner. Moi aussi, je ferai des affaires. Oh, pardon. Je veux pas me laisser faire, oh mais non, ah, il y a du bonheur pour tout le monde, il suffit de sourire pour gagner. Il y a du bonheur pour tout le monde, l'important c'est de savoir le trouver. Il y a du plaisir à la ronde, il suffit de sourire pour gagner. Moi aussi, je ferai des affaires, oh pardon. Je veux pas me laisser faire, ah mais non, il y a du bonheur pour tout le monde, il suffit de sourire pour gagner. Eh ben, maintenant que j'ai le costume, ça va déjà bien mieux, hein? Monsieur Victor! Oh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes chasseur maintenant? Ben oui, le directeur a tellement insisté.
Alors comme en ce moment, j'ai rien de mieux à faire. Alors, on travaille dans la même maison? Ah ouais, ça me fait plaisir. À moi aussi. Eh ben... Oh, attendez-moi une minute, j'ai encore un client. Monsieur et madame désirent un taxi? Non, nous prenons l'autobus. Oh, mais qu'à cela ne tienne, monsieur. Madame, je vous en prie. Pardon. Pardon, madame. Merci, mon ami. Mais il n'y a pas de quoi, monsieur. Pourquoi n'occupez-vous pas chez moi un poste plus important? Mais parce que vous ne me l'avez pas encore offert, monsieur le directeur. Il me vient tout à coup une idée. Elle doit être bonne. Si je vous donnais la situation de Bruce, hein? En suis-je vraiment digne, monsieur le directeur? Je le crois. Ah, bah moi aussi, alors. Qu'est-ce que j'aurais à faire au juste? Être assis dans le bureau voisin? Bon. Me remplacer? Bien. Recevoir les gens en mon absence? Parfait. Et me faire un rapport quotidien. Chapeau de dodo, c'est un chapeau, un capot rigolo. Sur le devant, on a posé 3 fils de sang. Sur le côté, un arbre. Non. Arrêtez, j'arrive. Non. Ça va pas comme ça. Comment ça va pas? Non, ça manque d'entrain, ça manque de piment. Girls, laissez-nous seuls avec mademoiselle Gisèle. Allez voir dans vos loges si j'y suis. On vous rappellera. Écoutez, Gisèle. Tenez, asseyez-vous. Il faut que vous compreniez bien, Gisèle, que quand vous chantez devant une salle pleine, il y a toutes les classes dans ce public. Vous avez des gens du monde, vous avez des Français moyens, vous avez quelques Apaches, et mon Dieu, vous avez aussi en grande minorité des gens, comment je pourrais vous dire, des gens un peu précieux, enfin des gens trop distingués. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tout dans une salle, n'est-ce pas? Et votre devoir à vous, artiste, chanteuse, c'est de plaire à tout ce monde-là. Vous devez chanter un peu dans leur sens, à chacun, de façon à ce qu'ils croient, eux, que vous appartenez un peu à leur groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Tenez, regardez-moi bien, je vais vous montrer. Là, n'est-ce pas, je suis là. Je suis vous. Je suis dans le public et je veux d'abord essayer de plaire aux gens du monde. Alors je chante les premières 8 mesures comme ceci. Vous allez voir. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papot rigolo. Vous avez vu comme j'ai mis la main comme ça, n'est-ce pas? Ça fait élégant, ça fait chic. Et les gens du monde se disent, oh mais pardon. Mais dites donc, mais c'est qu'elle elle est de notre monde, cette femme-là. Oh, comme elle est élégante, elle a de l'éducation. Vous vous rendez compte? Vous plaisez aux gens du monde. Ils sont à vous. Alors après ça, vous chantez 8 mesures pour plaire aux Français moyens. Alors un peu plus de naturel, un peu plus de bonhomie, et vous chantez sur le devant, on y a mis une petite plume de pan, et sur le côté, un amour perroquet. Vous les Français moyens disent, oh, qu'elle est sympathique, quelle est une bonne fille. Vous vous rendez compte? Vous les avez aussi. Alors après ça, vous entrez en douce dans le monde des Apaches. Et vous chantez comme ça. Pour être original, il est ça, je vous le jure. Ça n'est pas le bibi de n'importe qui. Et alors, les Apaches se disent, oh, pardon. Oh, mais pardon, c'est une vraie de vraie, ce môme-là. Oh, il me semble que je la connais, moi. Il me semble que je la connais, je l'ai connue dans le temps à Ménilmuche. Il est étonnant, ce Victor. Il sait tout faire. Ah, non, vous êtes trop gentil. Et alors, après ça, il vous reste simplement à chanter pour le petit groupe de gens, enfin, un peu spéciaux, précieux, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, celle-là, vous y allez tout à fait doucement, parce que c'est évidemment une toute petite minorité, n'est-ce pas? Alors, vous chantez « À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt, avez-vous vu le chapeau de Zozo ?» Et alors, vous les entendez qui disent « Oh, vous l'avez vu? Oh, mon Dieu! Oh, mais ça ne m'étonnerait pas, vous savez, ça ne m'étonnerait pas du tout. » Pourquoi ne débutez-vous pas dans la revue, vous aussi? Ah, non. Moi, je peux expliquer comme ça, je peux essayer de montrer, mais enfin, venir chanter tout seul devant le public, non, j'oserais jamais. Et alors maintenant, écoutez, Gisèle, je vais vous chanter tout le refrain avec ces 4 nuances-là, sans m'arrêter, pour voir ce que ça donnera. Allons-y. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papot rigolo. Ah, sur le devant, on y a mis une petite plume
de fond et sur le côté. Un amour de perroquet pour être original. Il est ça, je vous le jure, ça n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? Vous connaissez Monsieur Victor, mon impresario, secrétaire général du Palace. Monsieur Vauquelin, dont je vous ai tant parlé. En bien, j'espère. Non, beaucoup mieux que ça, monsieur. Pourquoi l'appelez-vous ma beauté? Parce que je la trouve belle. Pas vous? Oh, c'est une maîtresse dont vous pouvez être fier. Elle n'est pas encore ma maîtresse. Et ça ne tardera pas. Elle est folle de moi, mon cher. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ses regards, ses allusions, ses savantes réticences. Je connais des femmes, mon cher. Et comme je me sens ce soir particulièrement en forme, je crois que demain matin, vous pourrez m'adresser vos félicitations. Foutez-moi le camp! Quoi? Foutez-moi le camp! Je suis l'imprésario de mademoiselle Gisèle, et j'entends qu'elle se consacre à son art, et pas à des vieux pantins comme vous! Permettez, monsieur? Je permets que vous foutiez le camp, c'est tout! Allez, plus vite, hop! J'ai peut-être eu tort de me confier à lui. Eh bien, vous y aurez mis le temps À quoi? à comprendre que vous m'aimez. Ouais. Je suis bien avancé maintenant, hein? Et vous, est-ce que vous m'aimez? Bien sûr. Quoi? Et je l'ai compris tout de suite. Seulement moi, je suis la dame. Vous pouvez tout de même pas me déclarer la première. Gisèle! 1937, c'est aussi l'année de l'Expo. À cause des grèves et malgré ses fort belles images, elle s'est ouverte au milieu des échafaudages et dans les gravats. Et les visiteurs, quelque peu mortifiés, contemplent avec une admiration inquiète les deux plus grands édifices construits comme par hasard face à face, celui de l'hitlérienne Allemagne et celui de la communiste Russie. Dernier affrontement pacifique avant l'autre dans 2 ans. Malheureusement, cette exposition internationale avait donné de mauvaises habitudes à certains touristes étrangers. Tous les prétextes pour revenir allaient leur être bons. Cependant, pour les Français, les explosions qui commençaient à secouer le monde ne se répercutaient que dans les chansons de Charles Trenet. La vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour, la vie qui nous appelle, comme l'amour elle a des ailes, oui c'est elle qui fait chanter la joie, quand tout vit, c'est que tout va, quand tout va la vie est belle, pour vous et pour moi, je sais bien que demain tout peut changer, je sais bien que le bonheur est passager, mais après les nuages, après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme un mirage quand la vie va mieux. Vous qui rêvez d'un désir fou, vous qui chantez la jeunesse, vous qui pleurez d'un air très doux, le cœur rempli de tendresse. Stop, arrêtez-vous un instant, écoutez la marche du temps. Voici la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour, la vie qui nous appelle, comme l'amour elle a des ailes. Oui, c'est elle qui fait chanter la joie, quand tout vit et tout va. Je sais bien que demain tout peut changer, je sais bien que le bonheur est passager, mais après les nuages, mais après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme une image quand la vie va mieux.
la vie va mieux, la vie va mieux, pour vous et pour moi, c'est la vie qui va. La mobilisation, cette fois, c'est bien la guerre. La France, donc, part en campagne. Oh, rien ici de l'enthousiasme de 1914. La mobilisation s'est faite dans une atmosphère étrange, sur un rythme suranné, avec des moyens dérisoires. Mais enfin, on part. Pendant ce temps, d'autres reviennent, des civils, les premiers réfugiés. Ceux qui suivront ensuite n'auront pas, eux, l'appui de la Croix-Rouge et le réconfort du vin chaud. On se croirait reporté 20 ans en arrière. La piétaille, comme il se doit, ignore les transports rapides. Les transports rapides qui, d'ailleurs, datent eux aussi d'une autre époque. En 1939, l'armée française, avec du vieux, n'a pas réussi à faire du neuf. Et pour rester fidèle avec ce vieux principe qui veut qu'elle soit toujours en retard d'une guerre, elle commence tranquillement à creuser en 1939 les tranchées de 1916. Et puis, c'est le 10 mai 1940. La ruée allemande la débarque. En un mois, les panzers dévalent dans la plaine du Nord et mettent en pièces une armée qui croyait encore à la suprématie du cheval sur l'engin blindé. La France est envahie. C'est la guerre. Vous décidez d'aller chanter pour ceux qui partent. Au début de ce qu'on a appelé la drôle de guerre, nous étions montés à Paris et, ne sachant quoi faire, nous avions organisé très vite une tournée pour aller chanter au front, pour les soldats. Dans cette tournée, il y avait Joséphine Baker, il y avait Nita Raya, il y avait Joe Bridge, et nous avions été chanter dans tous les endroits du front où les Français d'un côté, les Allemands de l'autre, semblaient simplement s'écouter. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le chuteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'assurance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis que leurs pères ont fait pour leur fils. Le colonel était d'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards
qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique. Lève-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Le 14 juin 1940, les Allemands sont à Paris. Devant une foule muette, stupéfaite, presque inconsciente, ils refont le même trajet qu'ils ont effectué 70 ans plus tôt. Et pendant 4 années, 4 longues et mortelles années, ils remonteront l'avenue glorieuse pour bien prouver qu'ils sont ici chez eux. Hitler, optimiste, a dit pour 1000 ans. Es ist in diesen 5 Jahren nun gearbeitet worden, Tag und Nacht. Auf einem einzigen Gebiet. Les armées allemandes entrent dans Paris. À ce moment même, vous chantez avec Nitaraya au Casino de Paris. Quelle est votre réaction? Nous avons décidé, avec la direction et toute la troupe, d'arrêter. Le lendemain, dès l'aube, avec Nitaraya, nous partions pour la Dordogne, où pendant quelques temps nous sommes restés chez nos amis Miriot et Deschamps, avec Félix Paquet, avec sa femme, avec Joey Bridge. On formait une petite famille, on attendait, on espérait, on se croyait à l'abri. Et puis après ça est arrivé l'armistice. Après ça, nous sommes allés dans ma maison de la Boca, à côté de Cannes, où je suis resté plus d'1 an, malgré les pressantes demandes que je vienne chanter à Paris. Et puis, 1 an après, un peu plus d'1 an après, vers la fin octobre, je crois, je suis venu chanter à Paris, pour la première fois depuis l'occupation. Je suis venu chanter à Paris 6 semaines seulement, au Casino de Paris, alors qu'on me demandait de rester évidemment toute la saison. Je suis resté 6 semaines, je suis retourné dans la zone chez moi, qui à ce moment-là était encore à peu près libre, parce que tout à fait libre, on ne l'était déjà plus. On nous regardait déjà dans tous les coins. Et je me suis occupé à chanter dans les villes de province, à chanter même dans des petites villes dont je ne connaissais même pas le nom avant, presque des villages. La symphonie des semelles en bois. J'aime le tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si beau, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon. À l'heure allemande, Paris vit une vie au ralenti, Paris hiberne. Oui, il faut vivre et on vit, mal, très mal à vrai dire. C'est l'époque où s'échangent confidentiellement entre 2 tasses de faux café à la saccharine les mystérieuses recettes pour préparer les topinambours et les rutabagas. La ville, pratiquement déserte, est livrée à ces fantômes blancs qui tout d'un coup ont coiffé les autobus de la RATP. Faute d'essence, on marche au gaz. Les Parisiens d'alors préparent pour l'après-guerre des champions du futur Tour de France. Le genre gentilhomme campagnard fait fureur au 16e arrondissement et à Neuilly. Mais la découverte du siècle, c'est le vélo-taxi. Le mariage du pouce-pouce et de la pédale. Les scènes de la rue y gagnent en pittoresque et les badauds peuvent faire des paris. Fin 1942, je suis revenu chanter à Paris, 6 semaines encore. Et là, les choses changeaient. Des événements étaient arrivés, les crocs-en-jambes
se faisait plus fréquent, là j'ai décidé de ne plus chanter à Paris jusqu'à la fin de la guerre. Je suis retourné dans la zone qui n'était déjà là plus libre du tout. J'ai dit que j'étais fatigué, que je ne pouvais plus chanter, que j'avais de la laryngite. Finalement, j'ai été presque me cacher avec Nita en Dordogne, parce qu'on commençait à insister pour que je remonte chanter à Paris, mais je ne suis pas remonté. Là, la paix est arrivée, enfin la victoire est arrivée. Elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a eu d'abord cette épopée secrète, ces mois d'attente, de combats clandestins et ces nuits blanches où descendaient du ciel dans les maquis les containers bourrés d'armes et d'explosifs. Les maquis. Il fallait tout faire, tout apprendre, savoir se cacher, savoir attaquer. Et puis, démolir pièce par pièce l'immense réseau utilisé par les Allemands pour leurs acheminements de matériel et de troupes. Et puis, il y a eu l'aube du 6 juin, l'aube du jour le plus long, celui qui devait régler le sort de la guerre. Des hommes contre une forteresse. Des hommes seuls contre ce mur de l'Atlantique qui se croyait infranchissable et n'aura en définitive réussi qu'à faire de l'Europe une immense caserne pour les Allemands, une prison pour les autres, nous autres. Pendant ce temps, Paris s'insurge, Paris affiche sa révolte. Nous sommes en août 1944. Le 25, les chars de Leclerc, entrés par la porte d'Orléans, atteignent enfin les bords de la Seine. Pour la première fois depuis 4 ans, les Parisiens voient défiler prisonniers ceux qui naguère tenaient le haut du pavé. Et alors, c'est du délire. Après ceux de Leclerc, les chars américains à leur tour sont pris d'assaut par la foule. Et les Champs-Élysées qui pendant tant de mois ont tant de fois vu monter les uniformes Felgras au son des fifres et des tambours, les Champs-Élysées voient enfin descendre cette fois le cortège épique, désordonné et fraternel de la libération. Pour les Parisiens, cette journée-là, inoubliable, tandis que le général de Gaulle se dirige vers l'hôtel de ville, efface 4 années de honte, de peur, de haine, de colère. Paris est libre, Paris est purifié. La libération est venue. Je suis remonté, j'ai d'abord été à Toulouse, chez des amis, et puis je suis remonté à Paris, et j'ai rechanté à la libération en novembre 1944, au moment où Paris était encore très saignant. J'ai fait ma rentrée à l'ABC. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Paris sera toujours Paris. On peut limiter toutes ses dépenses. Paris sera toujours Paris.
La guerre est gagnée et il reste maintenant à chacun d'entre nous le souci de gagner son pain quotidien, que ce soit dans le domaine du music-hall ou que ce soit ailleurs. Dans ce domaine du music-hall, nous retrouvons celle qui s'appelait avant la guerre la Môme Piaf et qui est devenue à la Libération Édith Piaf. Après avoir été le refuge des Parisiens, les caves, redécouvertes pendant l'occupation, on y réfléchissait sur la destinée humaine pendant les alertes, bercées par le bruit des bombes. Les caves sont devenues le lieu de rendez-vous d'une jeunesse qui a besoin, elle aussi, de se libérer. Et de ces caves sont sortis deux enfants du siècle, Jean-Paul Sartre et Juliette Gréco. On les appelait des azus. Ils avaient des cheveux bizarres, des traits pâles. On eût dit qu'ils sortaient d'un cauchemar. Le fait est qu'ils en sortaient. La guerre a de ses effets étranges, nécessairement condamnés par les parents. Cela peut ne donner rien, mais il en reste parfois une pensée féconde ou bien une voix d'or. Maurice, vous avez profité des années de retraite. Vous avez écrit vos mémoires et vous fréquentez les salons littéraires. Pour notre part, nous sommes allés demander à votre ami l'écrivain Marcel Jouandeau le secret de votre récente amitié. Pascal dit quelque part que la grandeur, ce n'est pas d'atteindre une extrémité, mais de toucher les deux extrémités à la fois. Plus loin, il revient là-dessus et dit que de réunir en soi les mérites les plus opposés et d'apparence incompatible n'est peut-être pas un signe de grandeur, mais certainement celui d'une grande agilité. Il me semble que Maurice Chevalier illustre merveilleusement cette pensée de Pascal. Il a passé sa vie à amuser le monde entier avec des chansons, sans laisser, dès qu'il était seul, de se livrer à des réflexions graves. Aussi suis-je fier de l'amitié qui vient de naître entre nous. Elle doit prendre ses racines dans des ressemblances profondes. Maurice Chevalier, comme moi, est parti d'assez bas, et l'un et l'autre, sur des cordes différentes, nous avons mené assez loin nos aventures funambulesques. D'autre part, nous avons à peu près le même âge, et les ans n'ont pu encore avoir raison en nous d'une jeunesse rebelle à leurs atteintes. La chanson a beaucoup évolué, il faut bien l'admettre, sans ôter quoi que ce soit au mérite de Maurice Chevalier. Elle a évolué grâce à l'influence de Charles Trenet, et cette évolution a abouti à la naissance d'un personnage pittoresque venu de sa province, venu du Midi, et à la conquête de Paris avec seulement sous le bras, comme seule arme, une guitare, avec à sa disposition des rimes sonores et un solide bon sens. Il s'agit de Georges Brassens. Au bois de mon cœur, au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Meudon, il y a
des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois Clamart, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Vous revenez au cinéma grâce à René Clair. René Clair qui vous propose la lourde succession de Rémus pour Le Silence est d'or. Et avec ce film, vous obtenez un grand prix d'interprétation. C'est pour Monsieur Chevalier, Monsieur René Clair. Oui. Ah, vous voyez, le nom de Maurice Chevalier a toujours le même effet. Vous êtes très gentil. Vous l'avez connu il y a longtemps, Maurice? Oh, bah, je l'ai connu, je l'ai admiré depuis ma plus ancienne jeunesse. Mais je ne l'ai connu, je crois, qu'à son retour des États-Unis, quand il était, pour la première fois, le grand champion de Hollywood. Et je sais qu'il avait beaucoup d'affection et d'estime pour vous, Monsieur René Clair, et je crois même que lorsque vous avez tourné Sous les toits de Paris, il s'est manifesté... Oui, oui, il était à Hollywood à ce moment-là, il m'a envoyé un télégramme de félicitations et dans lequel j'ai senti un désir de travailler avec moi qui m'a infiniment touché. Et c'était un rêve pour moi, un rêve très cher. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire à cette époque-là, parce que Maurice était prisonnier de son triomphe américain. Moi-même, j'avais des contrats en France. Nous n'avons pu nous joindre que plus tard, un peu avant la guerre. Vous avez tourné ensemble? Au point du travail, j'entends. Oui, vous avez tourné ensemble à ce moment-là? Oui, nous avons tourné ensemble un premier film en Angleterre, qui ne nous a donné ni à l'un ni à l'autre une grande satisfaction. Il y avait de très bonnes séquences dedans, mais en vérité, je savais que je pouvais faire mieux avec lui. Et vous avez moi, je l'espérais. Et c'est après la guerre que nous avons pu nous retrouver à Paris et nous avons fait Le Silence est d'or. Je crois qu'il y a une histoire pour Le Silence est d'or en ce qui concerne la participation de Maurice Chevalier, car le rôle n'était pas écrit pour lui. Oui, j'avais écrit le scénario du Silence est d'or aux États-Unis et je le destinais à Rémus. Et là-dessus, quand je suis arrivé en France, j'ai appris que Rémus d'abord était pris par un autre contrat et ensuite, hélas, il est tombé malade. Et il est mort juste avant le début des prises de vue Silence et d'or. Mais déjà à ce moment-là, je savais qu'il ne pouvait pas faire le film. Et qui trouvait pour le remplacer? Personne, on ne pouvait pas remplacer Rémus. Mais quel était le grand comédien qui pouvait supporter un rôle d'un tel poids? J'ai pensé à Maurice Chevalier. Vous me direz que naturellement, un rôle écrit pour Rémus n'est pas le même que celui qu'on aurait pu écrire pour Chevalier. Il a fallu donc que je modifie partiellement le scénario. Et puis, je l'ai apporté à Maurice. Et je lui ai dit, c'est très différent de ce que vous avez fait habituellement et ce que vous avez valu aux succès mondiaux. Il y avait surtout une chose là-dedans, c'est que dans Le Silence est d'or, pour la première fois, Maurice, qui avait toujours été le vainqueur, le champion, pour la première fois, ne gagnait pas la fille à la fin. C'est un petit peu difficile pour lui, peut-être, à accepter, mais il l'a accepté comme un grand sportif qu'il est. Il a dit oui, bon, eh bien, je ne gagnerai pas la fille à la fin. C'est en effet le rôle. Vous ne changerez rien au scénario qui a été écrit. Mais cela a donné un résultat assez curieux, c'est que vous savez qu'au cinéma, nous voyons les résultats des prises de vue le lendemain du jour où nous les avons faites, et quand le moment est venu de voir ces prises de vue de la veille, j'ai dit à Maurice, vous venez avec moi en projection. Maurice m'a dit non. Je dis pourquoi? Parce que c'est un rôle que je suis pas habitué à jouer, je vous ai fait confiance, je pense que vous ferez quelque chose de bien avec moi, mais si je vois les résultats de ce rôle nouveau pour moi, il est possible que je sois déçu, que mes observations, mes réactions vous troublent. Je vous ai fait confiance, je vous ferai confiance jusqu'au bout. Je ne verrai aucun des résultats de projection jusqu'à la fin du film. Et le plus beau, c'est qu'il a tenu parole. Il n'est jamais venu en projection, il n'a vu le film quand il était qu'avec le public. Et au fond, ce Maurice Chevalier que vous avez connu pour Le Silence est d'or est un inquiet, enfin il avait des réactions de débutant, lui qui avait déjà une carrière importante. C'est ce qui est admirable en Maurice, et c'est pour ça que c'est vraiment notre champion. C'est le respect du travail. Il respecte son travail, il en prend soin exactement comme s'il débutait, comme il y a 50 ans dans les petits musicals. Aujourd'hui encore, enfin tout au moins à l'époque où j'ai eu le plaisir de travailler avec lui, il était là
inquiet, ne voulant pas voir les résultats, mais nous demandant à tous est-ce que c'était bien, toujours prêt à recommencer. Non. Monsieur Chevalier, au point de vue succès, au point de vue prestige et au point de vue travail, chapeau. La première à vous féliciter, c'est votre amie Colette. Colette à qui vous rendez fréquemment visite. Colette qui, il y a bien longtemps, vous a dépeint dans La Vagabonde sous le nom de Cavaillon. Oui, et justement, elle a écrit ceci dans La Vagabonde, qu'elle a évidemment écrit à ce moment-là, un passage commun. Cavaillon, c'est moi, jeune et déjà célèbre au music-hall. Il fait l'envie de tous. On dit de lui que Dranem le craint, qu'il gagne ce qu'il veut. Nous avons déjà croisé 2 ou 3 fois la route de ce long gars de 20 ans qui marche en homme serpent comme désossé et balance des poings si lourds au bout de poignets frêles. Sa figure est presque jolie. Oh. Sous des cheveux blonds coupés en franges, et son trouble regard mauve, errant sournois, dit la neurasthénie aiguë, presque la démence. Son mot c'est « je me crève ». Il attend toute la journée l'heure de son numéro pendant lequel il oublie, s'amuse, redevient jeune et emballe le public. Il ne boit pas, il ne noce pas, il place son argent et il crève d'ennui. Tout de même là, si Colette nous voit de quelque part, j'ai tout de même le droit de lui dire « Colette, Colette, vous avez un tout petit peu exagéré, non ?» Vous avez souvent rendu visite à Colette au 9 de la rue du Beaujolais. Oh oui, par la suite, nous sommes devenus de très grands amis. Elle a d'ailleurs écrit d'une manière tout à fait différente, beaucoup plus réaliste par la suite, à mon sujet. J'allais la voir souvent, car même quand elle fut très très malade et définitivement alitée, Colette était une immense leçon de courage, car en dépit de ses souffrances, elle n'a jamais été ni aigre, ni désespérée. Colette était adorable. Quels que soient les soucis que lui cause la littérature, Maurice Chevalier s'intéresse toujours de très près à ce qui se passe dans le monde de la chanson. Et l'on se pose une question, quel sera le successeur, quel est le dauphin de Maurice Chevalier? Il semble que l'opinion publique ait répondu à la question, et que Maurice Chevalier, en souverain qui se respecte et souscrit au verdict de l'opinion publique, ce successeur, ce dauphin, est-ce le souvenir de sa jeunesse, ou le soleil, ou sa popularité toujours grandissante, ou peut-être ses retrouvailles avec son ami d'autrefois, Charles Boyer. Ou peut-être encore d'avoir retrouvé l'adorable Gigi, Leslie Caron. Mais jamais Maurice Chevalier ne nous a semblé aussi détendu et aussi sincère avec lui-même. Oh, pardon. On vous regarde là. Oh, on peut pas être seul 2 minutes, monsieur Chevalier. Ça fait pas très bien de... Ça fait pas sérieux d'être comme ça quand le public regarde. Hein. Ah, vous savez, les Il faut pas m'appeler monsieur Chevalier, il faut m'appeler Maurice. Ah, écoutez, moi je vais vous dire une chose, monsieur Chevalier, c'est que je vous connais, j'ai une 40aine d'années. Depuis 40 ans, je vous connais, depuis 40 ans, je vous appelle Maurice quand je suis tout seul. Mais quand je me rencontre, je vous appelle monsieur Chevalier. Vous pourriez être mon petit-fils, non? Alors là, je vais encore plus vous appeler monsieur. J'avais pas envisagé la question, c'était anglais. Grand-père, grand-papa. Ah non. Vous vous amusez bien ici à Cassis? Écoutez, moi je veux dire, moi je m'amuse bien partout, dans le monde, partout. Je suis un peu comme vous. Vous savez que, enfin, je veux pas vous flatter, mais vous êtes un peu mon modèle. J'essaie d'avoir une conception de la vie qui ressemble à la vôtre. Je crois que vous vous amusez vraiment, et moi je m'amuse pas toujours vraiment. Moi je souris toujours, mais ça veut pas dire que je m'amuse énormément, vous comprenez? Alors, puisqu'on est en pas le cas aujourd'hui. On est en maître de confidence, monsieur Chevalier, je veux dire une chose. Moi j'essaie de donner aux autres l'impression que je m'amuse, parce que je crois que c'est la politesse sociale. Ça a été ma loi, ça. Ma loi a été
non seulement d'avoir l'air de m'amuser, mais d'ailleurs, au moment où je versais la chose au public, je me suis toujours honnêtement amusé. Parce que il n'y a que de cette manière-là, il n'y a qu'en croyant vous-même à ce que vous dites que vous pouvez convaincre les auditeurs. Hein. Et puis, Monsieur Chevalier, on apprend aux enfants un tas de choses. On leur dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. On apprend la morale. Mais on devrait leur apprendre aussi à être de bonne humeur, parce que ça, c'est un devoir vis-à-vis des autres d'être de bonne humeur. Ah, ben c'est le petit côté optimiste, à tout craint. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez sûrement remarqué, dans la vie, on rencontre en général des gens qui vous parlent de leur malheur. Ils vous disent, ah, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, j'ai des ennuis. Et jamais ils vous parlent de leur joie. Et vous, depuis... ça vous ennuie pas? Je vous Non, parlerai de non, au 72 ans. contraire, ben dites le plus fort possible, ça m'arrange très bien. Depuis 62 ans, vous êtes le personnage qui nous parle de ses petites joies, ou de ses grandes joies, de ses bonheurs, enfin, associé à votre nom, il n'y a que des choses agréables. Vous savez qu'il y a deux écoles d'artistes, aussi bien dans les chanteurs que dans les compositeurs, que dans les peintres. Il y a les artistes qui sont pour le soleil et il y a les artistes qui sont pour le drame, la tragédie, le réalisme et tout ça. Et moi, il s'est trouvé que je sentais que la meilleure chose que je pouvais faire était moi-même de me gonfler en essayant de gonfler les autres. Vous comprenez? Ça a été ma loi toujours et ça m'a réussi. Je ne veux même pas dire que ça a réussi comme réussite professionnelle, mais que ça m'a aidé moi-même à avoir des espèces de contentement que d'autres n'auraient pas eu avec une autre mentalité. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui ont cette philosophie, la vôtre, sont des gens qui ont eu des débuts difficiles dans la vie, qui en ont bavé, on peut dire. Le mot, apprend. Ça s'apprend, La bonne humeur, ça s'apprend. Et puis on apprend à apprécier les choses. Il y a ça aussi, vous avez des gens à qui il arrive tellement de belles choses et qui semblent trouver ça tout à fait naturel, mais il n'y a rien qui soit tout naturel dans la vie. Donc si vous arrive quelque chose de bien, à mon avis, on a toujours avantage même à apprécier. Et nous voici arrivés à la suite de Maurice Chevalier en 1961. On ne sait pas trop s'il faut s'en féliciter, car sur le chemin... Maintenant que j'arrive au bilan, en somme, n'est-ce pas? Puisque cette année, je vais doubler le cap des 72 ans, je peux absolument me rendre compte que les deux sources de ma vie ont été d'abord ma mère, qui depuis mon plus jeune âge m'a montré ce qu'était le travail et l'humilité, et ensuite mon travail, mon métier. Quand je pense que je voulais au début d'abord être acrobate, j'aurais pas été très bon. J'aurais pas été très bon parce que j'avais pas beaucoup de force dans les jambes, j'étais pas un athlète, quoi. Que j'aurais pu être boxeur, je boxais pas mal, mais tout d'un coup je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'aimais donner des coups et j'aimais pas les recevoir. J'aurais pas été un bon boxeur. Alors la chance, l'étoile, c'est tout d'un coup d'avoir essayé d'être chanteur parce que je ne pouvais pas être autre chose. Et que tout d'un coup, les choses se soient mises à marcher de cette manière qui fasse que j'ai trouvé dans mon métier et dans le public un ami à millions de têtes qui ne m'a jamais découragé, qui n'a jamais suivi lorsqu'on a essayé de me faire mal, et qui m'a toujours prouvé qu'il était en confiance avec moi, qu'il était mon ami. Le reste, l'amour, l'amitié, bah oui, ça a été bien, mais ça n'a été tout de même que le reste. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous, qui faites peut-être un peu partie de ce public qui m'a aidé à ne pas rater ma vie, je vous dois une immense reconnaissance, je vous dis merci de tout mon cœur et je vous souhaite bonne chance, good luck. Nous avons
En quoi qu'on en pense, l'amour du pays natal et du nord à la Provence, on le chante et c'est normal. C'est pourquoi à mon tour j'ai la chance de chanter un petit coin pour moi sans égal. Les gars de Ménil montants sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant Ménil montant. Ils s'en vont la mine fière, droit devant eux dans la rue. Et s'ils baissent les paupières, c'est sur un mollet dodu. D'un coup d'œil, ils vous font l'inventaire des trésors bien cachés par une ingénue. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant Ménil montant. Voilà les gars de mon village, ni plus mauvais, ni meilleurs que tous les gars à la page que l'on voit partout ailleurs. Ils sont tous les genoux d'un autre âge qui rendront au pays toute sa vigueur. Les gars de Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuche. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant Ménil montant.